Alors, on va voir le cours donc sur les accidents vasculaires cérébraux. Donc, pour bien comprendre le cours, il faut bien sûr connaître un petit peu d'anatomie. Donc, je vous fais un petit rappel. Alors, vous savez que l'encéphale est irrigué par deux systèmes. Vous avez le système carotidien en avant et le système vertébro-basilaire en arrière. D'accord? Alors, pour le système carotidien, donc, il dépend surtout de la carotide interne. La carotide interne qui naît à la base du cou, donc de la bifurcation de la carotide primitive. Donc, la carotide primitive, elle va donner deux branches, l'externe, qui ne nous intéresse pas, donc, et l'interne. L'interne, elle va remonter le long du cou et donc, elle va pénétrer dans le crâne. Et là, au cours de son trajet, elle va donner des collatérales pour les méninges, pour l'hypophyse, les nerfs oculomoteurs et surtout l'artère ophtalmique. L'artère ophtalmique qui est importante parce que quand elle est atteinte, elle va nous donner un syndrome particulier. Donc, au cours de son trajet, elle va donner ses collatérales et cette carotide interne se termine donc par ces quatre branches terminales qui sont la cérébrale antérieure, la sylvienne ou la cérébrale moyenne, la choroïdienne antérieure et la communicante postérieure. C'est des branches terminales donc de la carotide interne. Le système vertébro-basilaire, donc en arrière, on a un système vertébro-basilaire. Alors là, ça commence par les artères sous-clavières qui vont naître à la base du cou, donc les artères vertébrales qui vont naître des artères sous-clavières. Ces artères vertébrales, elles vont remonter le long du cou et elles vont pénétrer dans le crâne. Là, elles vont s'unir et elles vont former le gros tronc basilaire. Là, c'est le plus gros tronc artériel au niveau du crâne. Donc, le tronc basilaire qui est donc l'union des deux artères vertébrales. Au cours de leur montée, bien sûr, ces artères vertébrales, elles vont donner des collatérales, si vous voulez. Alors, la spinale antérieure pour la partie antérieure de la moelle épinière, les artères radiculaires pour les racines, l'artère cérébelleuse inférieure pour la partie inférieure du cervelet, et même des artères pour le bulbe. Donc, ça, c'est des collatérales des artères vertébrales. Au cours de leur trajet, elles vont donner des collatérales pour ces structures-là. D'accord? Et donc, en pénétrant dans le crâne, elles vont s'unir et former ce gros tronc basilaire. Ensuite, ce gros tronc basilaire, il va lui-même se diviser en les deux cérébrales postérieures. Les deux cérébrales postérieures. Et donc, le système vertébro-basilaire, il irrigue surtout le tronc cérébral et le cervelet. Donc, artères vertébrales qui vont s'unir pour former le tronc basilaire, donc va se diviser en les cérébrales postérieures. Le système vertébro-basilaire et carotidien sont bien sûr anastomosés entre eux, heureusement, donc pour qu'il y ait prise en charge d'un territoire par un autre territoire au cas où il y ait un problème. Donc là, les deux systèmes sont anastomosés. Il y a beaucoup d'anastomoses entre ces deux systèmes, mais l'anastomose la plus importante, c'est le polygone de Willis, qui est donc l'anastomose la plus importante. Donc on va, si vous voulez le voir. Voilà, regardez ici. Alors, bon, on reprend un peu. Vous avez le système carotidien, voilà la carotide primitive qui va se diviser en ces deux branches. La carotide externe, ce qui nous intéresse, c'est la carotide interne qui monte le long du cou, et elle va pénétrer à l'intérieur du crâne. Et là, elle va se diviser en ces quatre branches terminales. La cérébrale antérieure, la cérébrale moyenne, elle est appelée aussi sylvienne, la choroïdienne antérieure et la communicante postérieure. Le système vertébro-basilaire, vous avez les deux artères vertébrales qui vont naître des sous-clavières à la base du cou et elles vont monter. Au cours de leur trajet, regardez, elles vont donner des collatérales pour la partie antérieure de la moelle, le bulbe, etc. Donc, quand elles pénètrent dans le crâne, elles vont s'unir pour former ce gros tronc basilaire.
gros trompe basilaire. Le gros trompe, bien sûr, lui-même, il donne des collatérales pour la protubérance, le bulbe, etc. Et donc là, il va se diviser en ces deux artères cérébrales postérieures. Et donc, ces deux systèmes carotidiens et vertébro-basilaires, ils vont bien sûr avoir beaucoup d'anastomose, mais l'anastomose la plus importante, c'est le polygone de Willis. Le polygone de Willis, qui est constitué de quoi? La cérébrale antérieure, hein, branche de la carotide interne, hein. La communicante antérieure, c'est un petit tronc qui relie les deux cérébrales antérieures. Vous avez ça, le tronc de la carotide interne. La carotide interne. Vous avez ici la communicante postérieure, qui est une branche terminale de la carotide interne. D'accord? Et vous avez les cérébrales postérieures, qui sont des branches donc du système vertébro-basilaire. Voilà de quoi est constitué notre fameux polygone de Willis, qui est la plus grande anastomose. Voilà. Alors, donc, je vous renvoie un petit peu à votre anatomie. On ne peut pas faire tout le cours d'anatomie avec les territoires de vascularisation de chaque artère. Ça va prendre 2 ou 3 cours en plus. Donc, essayez de revoir un petit peu votre anatomie et surtout de revoir les territoires de vascularisation des branches terminales. D'accord? Donc, là, on va commencer donc par les accidents. Donc, d'une façon générale, les accidents vasculaires, c'est quoi? C'est un trouble aigu. Aigu. Les AVC, c'est une atteinte aiguë. Alors, il faut savoir qu'en neurologie, vous avez 3 façons d'installation, si vous voulez, des signes cliniques. Et chaque façon vous renvoie à certaines étiologies. D'accord? Alors, l'installation brutale, toujours l'installation aiguë brutale, ça doit toujours vous rappeler le vasculaire. Le vasculaire. Quelque chose, des troubles neurologiques qui s'installent brutalement, ça doit vous rappeler le vasculaire. C'est des accidents vasculaires cérébraux, ischémiques ou hémorragiques. Les atteintes qui sont rapidement progressives, c'est-à-dire sur quelques jours, quelques semaines, etc. Ça doit vous rappeler toujours l'inflammatoire ou l'infectieux. Et l'installation qui est chronique sur plusieurs mois, plusieurs années, tout ça, ça doit vous rappeler surtout les maladies tumorales, dégénératives, etc. D'accord? Donc, suivant l'installation, déjà, vous êtes orienté vers telle ou telle maladie. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. D'accord? Voilà. Donc, les AVC, c'est une atteinte aiguë. Donc, on va avoir soit des lésions ischémiques ou hémorragiques, soit un AVC ischémique ou hémorragique. Donc, si l'artère se bouche, c'est un AVC ischémique. Si elle éclate, c'est un AVC hémorragique. C'est tout, du parenchyme cérébral. Et donc, on va avoir des atteintes focales, des troubles neurologiques focaux. Bien sûr, c'est en fonction de l'endroit où s'est passé le problème. Donc, alors, pour les AVC ischémiques, donc, ils résultent soit d'une occlusion, d'une permanente ou temporaire d'une artère ou d'un gros vaisseau, d'accord? Donc, on dit permanente ou temporaire. Donc, le vaisseau, il peut se déboucher comme il peut rester bouché, d'accord? S'il se débouche, on va avoir un accident transitoire, et s'il reste bouché, là, on va avoir un accident constitué. Voilà. Donc, si on a une régression, alors pardon, ici, c'est pas 24 heures, c'est en moins d'une heure. En moins d'une heure, hein, pas en moins de 24 heures. Donc, si on a des installations de signes cliniques de façon brutale et qu'il y a une régression des symptômes en moins d'une heure, ça, c'est un accident ischémique transitoire. D'accord? Alors, on parle toujours, quand on parle d'AVC ischémique, on peut dire ischémie, on peut dire infarctus, on peut dire ramollissement. Ischémie, infarctus, ramollissement, c'est la même chose. D'accord? Pour les AVC hémorragiques, c'est la rupture d'une artère. Soit c'est une artère, soit c'est dû à l'HTA, l'hypertension intracrânienne, qui fait qu'il y a que le vaisseau éclate,
soit c'est la rupture d'une malformation vasculaire cérébrale. Il y a des gens qui ont des maladies congénitales au niveau de leur vaisseau qui font qu'il y a des anévrismes ou bien des angiomes qui peuvent éclater et nous donner donc un AVC hémorragique. Donc voilà, pour ce qui est des généralités, il faut savoir que les AVC, c'est quand même la troisième cause de mortalité dans le monde, après les cardiopathies et les cancers. C'est une cause très, très fréquente de mortalité. Alors, on commence par les AVC ischémiques. Ils sont les plus importants que les AVC hémorragiques. Donc, 3 fois plus fréquents que les AVC hémorragiques. Alors, de point de vue physiopathologique, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'infarctus cérébral, il est en rapport avec une occlusion artérielle qui est aiguë, parfois subaiguë. Subaiguë, c'est-à-dire ça peut se faire, si vous voulez, en 1 ou 2 jours. Parce que des fois, l'artère, elle se bouche progressivement, c'est-à-dire pas très progressivement, en 1 ou 2 jours, donc ça va nous créer un AVC qui se forme en 1 ou 2 jours, on peut dire qu'il est subaigu. Mais généralement, les AVC, c'est une atteinte aiguë, très rapide. Alors, on peut avoir 2 mécanismes, soit la thrombose, soit l'embolie. Thrombose locale, soit l'embolie. On commence par la thrombose. La thrombose, c'est quoi? Alors, généralement, c'est une artère. L'artère, la face interne de l'artère. Donc, elle peut être le siège d'une lésion, d'une inflammation, une artérite par exemple, une inflammation, une lésion, ou bien c'est une artère d'un sujet âgé, donc elle est fragile, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? S'il y a une petite lésion au niveau de cette artère, les éléments constitutifs du sang, vous savez que le sang, il va passer bien sûr à l'intérieur de cette artère. Les éléments constitutifs du sang, comme par exemple le tissu conjonctif, les lipides, le cholestérol, les macrophages, etc. Ces éléments constitutifs, les plaquettes et tout, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dès qu'ils trouvent une lésion, ils vont essayer de la colmater, donc de la cicatriser si vous voulez. Donc, ils vont essayer de la cicatriser, ils vont se déposer sur cette lésion. Et donc, il va se former une petite boursouflure, si vous voulez, une cicatrice. Ensuite, si le problème existe toujours, c'est-à-dire un problème inflammatoire qui fait que cette lésion, elle va encore, c'est-à-dire cette cicatrice, elle va encore se léser. Donc, les éléments constitutifs du sang vont encore essayer de cicatriser la lésion, etc., etc. Et c'est cette succession de lésion-cicatrisation qui fait qu'il va y avoir une plaque, la plaque d'adhérent, qui va grossir petit à petit jusqu'à boucher le vaisseau. Alors, arrivé quand la lumière de l'artère est bouchée à plus de 75%, là, l'accident vasculaire, il va se constituer. D'accord? Donc là, moins de 70, il y a le sang qui continue à circuler encore, il n'y a pas de problème. Mais à partir de 75-80% de la lumière bouchée, là se constitue donc un AVC. Ça, c'est la thrombose. Donc, tandis que l'embolie, c'est quoi? C'est un embole, c'est un caillot de sang, si vous voulez, qui va se détacher et va aller. Un caillot, ça peut être un caillot de sang, ça peut être même un caillot infectieux, c'est un embole infectieux, ça peut être n'importe quoi, un embole cryorique, etc. Il va aller partir dans la circulation. Tant que c'est un gros vaisseau, il peut circuler. Dès qu'il arrive à un petit vaisseau, il va le boucher et donc on va avoir un accident vasculaire cérébral. Donc, ça, c'est l'embolie. C'est un AVC par embole. Donc, on peut avoir un AVC thrombotique ou bien un AVC embolique, AVC ischémique. Hein? Voilà. On peut avoir un troisième type d'AVC ischémique. Là, le vaisseau n'est pas bouché, mais il va se rétrécir. C'est-à-dire, il est tout d'un coup, le vaisseau, il est
il va se spasmer, c'est-à-dire se fermer, et donc le sang ne va pas arriver au niveau d'une région du cerveau, et donc on va avoir un AVC ischémique. Donc le vaisseau n'est pas bouché ni par thrombose ni par embolie, mais il va se spasmer, c'est-à-dire il se ferme d'un seul coup. Ça, on l'a vu parfois, on le voit parfois quand on fait une angiographie. Quand on injecte un produit de contraste, le vaisseau, il réagit à ce produit et il se ferme. Tout d'un coup, il se ferme. Et à ce moment-là, il y a risque de faire un AVC ischémique transitoire. Voilà. Donc, on peut avoir un AVC ischémique par thrombose, par embolie ou par spasme artériel. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la région où le sang n'est pas arrivé? Le sang, qu'est-ce qu'il va faire au niveau du cerveau? Il va emmener le qui fait que l'oreillette ne va pas bien travailler et donc le sang va ralentir, coaguler, formation d'embole et donc formation tout dit des quartiers donc j'imagine donc, alors vous savez, on peut voir à on dit que c'est comme un et à tous les trésors le aussi, la sclérodermie, le syndrome de Gougeron-Sjogren, c'est le syndrome sec, c'est-à-dire on a une sécheresse des glandes salivaires et des glandes lacrymales. Et c'est une maladie auto-immune aussi, qui va aussi, d'abord, elle va débuter par cette sécheresse des larmes et de la salive, c'est ça l'essentiel. Et puis après, ce syndrome sec, il va se compliquer d'atteinte du système nerveux central, périphérique, des artères, des articulations, etc. Et donc, même les angioïdes nécrosantes, ça aussi, c'est des maladies auto-immunes qui donnent des nécroses au niveau des artères. Vous avez aussi certaines maladies infectieuses, comme la syphilis. La syphilis, on en a parlé quand on a fait les accidents, quand on a fait le syndrome topographique. Je vous ai dit, c'est une maladie sexuellement transmissible due à une bactérie qu'on appelle le Treponema pallidus et qui va toucher d'abord la peau, les muqueuses, puis après, elle va toucher aussi les artères, le système nerveux, surtout, rappelez-vous, je vous ai dit les cordons postérieurs qui sont touchés. Donc, la syphilis, c'est une maladie infectieuse qui va donner des artérites, des inflammations des artères. La maladie de Takayasu, c'est une maladie auto-immune inflammatoire qui touche toutes les artères et elle va donner, donc, ça va boucher les vaisseaux et donner, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez déjà cette maladie, une diminution des poux artériels partout, dans tout le corps. Donc, toutes ces maladies, les artérites, qu'est-ce qu'elles vont donner? Elles vont donner une inflammation au niveau de l'artère. Et qui dit inflammation de l'artère? Donc, point de départ d'une plaque, d'une thrombose et donc d'un AVC ischémique. Voilà. Donc, ces maladies-là vont léser l'artère à l'intérieur. Si elles vont la léser, c'est le point de départ d'une cicatrice, après les lésions, cicatrices, lésions, et donc thrombose, et donc AVC. Voilà. Donc, l'athérosclérose, cardiopathie emboligène, les artérites. Alors, on voit ici la plaque. Regardez ici. La formation de la plaque, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, il n'y a rien. Et puis, là, regardez, les lipides, les macrophages, les plaquettes, etc., ils vont se déposer pour former une cicatrice.
Après, il y a lésion. Après, les éléments constitutifs du sang vont encore cicatriser cette plaie, etc., etc., jusqu'à la formation de cette thrombose. Regardez, il reste un tout petit couloir, si vous voulez, par où passe le sang. Et donc là, il y a un risque d'accident vasculaire cérébral. Regardez, parfois de cette plaque, peut se détacher un thrombus, peut se détacher un caillot constitué des éléments de cette plaque même qui va aller boucher les vaisseaux. Donc c'est une thrombose, mais l'AVC, il peut être thrombotique comme il peut être embolique à partir de cette thrombose. Voilà. Alors, on a vu l'athérosclérose, les cardiopathies emboligènes, des artérites, des affections hématologiques. Vous avez fait l'hémato et vous savez qu'il y a des maladies hématologiques qui augmentent la coagulation de sang et des maladies hématologiques qui diminuent la coagulation de sang. Donc, ceux qui augmentent la coagulation, hypercoagulabilité du sang, ils vont donner des emboles et donc des accidents ischémiques. Et ceux qui diminuent la coagulation de sang, donc le sang devient très fluide, etc., et là, ils peuvent donner plutôt des hémorragies, des AVC hémorragiques. Et donc, quelles sont les maladies? Vous les avez déjà fait, bon, c'est pas la peine de détailler. Les polyglobulies, quand on a beaucoup de globules rouges ou bien de plaquettes. Donc, ces éléments-là, ils vont s'agglutiner, former des emboles. D'accord? Les hémoglobinopathies, les dysglobulinémies, la CIVD, les déficits en antithrombine 3, protéines sextase, c'est-à-dire c'est des éléments qui sont nécessaires à la coagulation de sang, qui sont augmentés donc ici, qui font qu'il y a une coagulabilité du sang et donc formation d'emboles qui va aller boucher les vaisseaux et donner des AVC ischémiques. Donc ça, ce sont des maladies hématologiques qui augmentent donc la coagulation du sang et donc formation d'emboles. Et enfin, vous avez d'autres... donc ça, c'était les étiologies les plus fréquentes, athérosclérose, cardiopathie emboligène, les artérites, les affections hématologiques embolisantes, et vous avez certaines d'autres maladies, par exemple la dissection des artères cervicales. C'est quoi la dissection? C'est la tunique interne, c'est-à-dire la tunique moyenne plutôt, qui va se rompre, et donc le sang, il va passer à travers ce trou et former un hématome à l'intérieur de l'artère. Et donc cet hématome, il va grossir, diminuer la lumière de l'artère. Et si elle diminue la lumière de l'artère, donc le sang n'arrive pas en quantité suffisante et donc risque d'AVC ischémique. La dysplasie fibromusculaire, c'est quoi ça? Alors, sa dysplasie, c'est une maladie congénitale où vous avez le vaisseau sanguin qui se rétrécit par endroits, il se rétrécit. Il se dilate, il forme, on dirait, un collier de perles, ou bien on dit un chapelet, un collier de perles. Et donc, dans les endroits où c'est rétréci, il y a un risque donc de diminution du flux sanguin et donc d'accident vasculaire cérébral. Vous avez aussi d'autres facteurs de risque comme les contraceptifs oraux. Il y a des femmes qui font des AVC ischémiques seulement parce qu'elles ont pris des contraceptifs oraux, surtout les oestrogènes. L'alcoolisme aussi. Par quel mécanisme l'alcoolisme? L'alcoolisme, vous savez qu'il fragilise les artères. Il les fragilise, donc elles peuvent soit être le siège d'une plaque d'athérome, soit elles peuvent se rompre carrément et donner un AVC ischémique. L'alcoolisme, il donne un AVC soit ischémique, soit hémorragique. La migraine, rappelez-vous dans la migraine, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le vaisseau, il subit d'abord une vasoconstriction, ensuite une vasodilatation. Et si la vasoconstriction est très, très importante et si elle peut donner carrément un infarctus. C'est exceptionnel, mais ça peut exister. La radiothérapie, quelqu'un qui subit une radiothérapie pour un cancer, vous savez que la radiothérapie, elle fragilise aussi, elle peut fragiliser la paroi artérielle et donc être à l'origine aussi, elle peut léser les parois artérielles et être à l'origine donc d'une thrombose, à l'origine d'un accident vasculaire ischémique. Alors, on va revoir un petit peu
Si on peut trouver cette image. Alors, regardez la dissection des artères cervicales. Alors, vous avez ici la tunique moyenne qui va se rompre et le sang, il va pénétrer ici, hein, entre les tuniques, si vous voulez, il va pénétrer le sang qui est là, la tunique interne va se rompre. Le sang, il va rentrer entre les tuniques et il va donc former un hématome ici. Au fur et à mesure que l'hématome grossit, plus le sang entre, plus l'hématome grossit et il risque de venir carrément boucher l'artère et donc être à l'origine d'un AVC ischémique. Alors, ici aussi, regardez la dysplasie fibromusculaire. Donc, vous avez des artères qui sont rétrécies, puis elles sont dilatées. Rétrécies, dilatées. Dans les endroits où c'est rétréci, hein, on peut avoir formation, si vous voulez, d'embole ou diminution du flux sanguin qui est à l'origine donc des AVC ischémiques. Voilà donc pour ce qui est des étiologies des AVC ischémiques. On va parler un petit peu des AIT, les accidents ischémiques transitoires. L'accident ischémique transitoire, c'est quoi? C'est l'installation brutale, donc brusque, de signes, donc une perte focale d'une fonction cérébrale ou oculaire. Hein. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai dit que la carotide interne donnait une collatérale importante, l'artère ophtalmique, qui, si elle est bouchée, elle va nous donner donc un syndrome particulier, le syndrome optico-pyramidal qu'on va voir plus tard. Et donc, on peut avoir une atteinte focale, soit au niveau cérébral, soit au niveau oculaire, d'installation brutale. Donc, d'installation brutale d'origine ischémique. Et donc, dans ces symptômes-là, durent moins d'une heure. Et le malade, il va récupérer sans séquelles. Voilà l'importance de l'AIT. C'est que il y a l'installation des signes cliniques, ça dure moins d'une heure et surtout, régression sans séquelles. S'il y a des séquelles, ce n'est plus un AIT, c'est un accident à ce moment-là constitué. S'il y a des séquelles, ça veut dire que l'ischémie est constituée, elle est là. D'accord? Pour parler d'AIT, il faut qu'il n'y ait aucune séquelle. Voilà. Donc, le problème avec l'AIT, en fait, vous vous dites, c'est rien du tout, ça y est, le malade, il a repris, sans séquelles, ça, c'est bien. Mais le problème, c'est que cet AIT, il va constituer un signal d'alarme, c'est-à-dire, attention, l'accident ischémique constitué, il va se faire. Donc, quelques heures, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, si vous ne traitez pas la cause, l'accident constitué, il est là, il guette le malade. D'accord? Donc ça, l'AIT, c'est un signal d'alarme. D'accord? C'est-à-dire que quand quelqu'un vous fait un accident ischémique transitoire, il faut chercher une cause. Une cause, c'est-à-dire voir s'il n'a pas de plaque d'athérome, s'il n'a pas une cardiopathie emboligène, s'il n'a pas une artérite, etc. Et il faut chercher une cause. Il a traité, sinon le malade, la prochaine fois, il va faire un AIC, un accident constitué, carrément. Voilà. Donc, comment vous allez reconnaître qu'un malade a fait un AIT? Il vient, vous allez l'examiner, vous n'allez rien trouver. Mais il va vous raconter un peu qu'est-ce qu'il peut vous dire. S'il a fait un AIT dans le territoire carotidien, il peut faire une cécité monoculaire transitoire, c'est-à-dire il ne va pas voir d'un œil pendant quelque temps, pendant moins d'une heure, et il va revoir normalement. Il peut faire une hémiparésie, pas une hémiplégie. Hein. S'il fait une hémiplégie, c'est que c'est un accident constitué. Là, il fait un déficit et il va reprendre. Déficit moteur d'un hémicorps, il va reprendre. Il peut faire des troubles sensitifs uniquement. Si c'est un AVC, par exemple, dans le territoire pariétal, il peut vous faire des troubles sensitifs unilatéraux et il reprend en moins d'une heure. Il peut faire une aphasie, le malade il perd la parole. Il vous dit, j'ai perdu la parole pendant 30 minutes, 45 minutes, etc. Après, il repart normalement. Si le malade vous dit qu'il a fait un de ces signes-là, qu'il a récupéré en moins d'une heure, là, vous êtes sûr qu'il a fait un accident ischémique transitoire. Dans le système vertébro-basilaire, le malade, généralement, il fait une diplopie, pas une cécité, il va double.
ou bien il va vous faire des troubles du champ visuel. Le champ visuel, HLH, on va en parler, je vous ai dit au cours d'un TD, je vous montrerai des images et on va vous parler de ces amputations du champ visuel. Alors, ou bien carrément une amorose bilatérale transitoire, toujours transitoire, en moins d'une heure. Amorose, c'est-à-dire le malade, il perd la vision totale pendant moins d'une heure des deux côtés, hein, et il va reprendre. Il peut faire des hémiparésies, mais changeant de côté, ou bien des tétraparésies. Des hémiparésies changeant de côté, c'est-à-dire, vous savez, c'est des malades, généralement, on peut vous faire un accident, il reprend, il peut faire un accident d'autre côté, refaire un accident, un AIT de l'autre côté, changeant de côté. S'il change de côté, ça veut dire que c'est le territoire vertébrasilaire, c'est pas carotidien. Carotidien, s'il y a une artère, une branche carotidienne qui est bouchée, on va avoir un problème toujours du même côté. Alors, on peut avoir des paresthésies aussi, changeant de côté. Oui. J'ai pas compris l'hémiparésie changeant du côté. L'hémiparésie, changeant de côté, ou bien une tétraparésie. C'est-à-dire, alors, quand on a une artère qui se bouche au niveau du système vertébro-basilaire, au niveau du système carotidien d'abord, une artère qui est bouchée ou qui est thrombosée, c'est toujours la même artère. Donc, si le malade vous refait un autre AVC, parce que des fois, le malade, ils peuvent refaire un AIT ou bien ils font un AIT et quelques heures après, ils vous font un AIC. À ce moment-là, c'est toujours du même côté parce que c'est la même artère qui est thrombosée. D'accord? Tandis que dans le système vertébro-basilaire, c'est pas toujours la même artère. D'accord? C'est pas toujours la même artère qui est bougée. Ça change de côté. On a c'est pas comme au niveau carotidien. On a des fois le côté gauche, des fois le côté droit, des fois des hémiparésies à droite, à gauche et des fois même des deux côtés. C'est pas la même systématisation. Alors là, pour comprendre ça, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut voir les territoires de vascularisation. Il faut comprendre les territoires. Revoyez les territoires de vascularisation, vous allez comprendre ça. Il faut vraiment refaire un territoire de vascularisation avec les schémas et tout pour comprendre ceci. D'accord? Quitte à les revoir au cours d'un TD, il n'y a pas de souci. Pardon, professeur. Est-ce qu'on peut considérer que les fourmillements qui durent un bon bout de temps, comme des hémiparésies, est-ce qu'on peut considérer que les fourmillements qui durent un bon bout de temps, un peu intense, que c'est des si ça dure plus d'une heure? Non. Si ça dure plus d'une heure, c'est plus un accident transitoire, ma fille. Non. Est-ce que les fourmillements qui sont un peu intenses, c'est-à-dire c'est pas des fourmillements... Des fourmillements intenses? Oui. Est-ce qu'on peut les considérer comme des hémiparésies, comme des parésies, voilà. Des paresthésies? Des paresthésies, oui. Des paresthésies. Il faut faire la différence entre parésie et paresthésie. Parésie, c'est un déficit moteur. Paresthésie, c'est des fourmillements, picotements, etc. D'accord? C'est sensitif. Parésie, c'est moteur. Paresthésie, c'est sensitif. D'accord? Si c'est des fourmillements, des picotements, vous m'avez dit intense. Oui. Intense, ça fait beaucoup. Si c'est intense, si c'est insupportable, ça fait beaucoup de douleurs neuropathiques plutôt. D'accord? Alors, les douleurs neuropathiques, c'est autre chose. Vous pouvez les voir en cas d'atteinte, par exemple, du thalamus, en cas d'atteinte pariétale, ou même en cas d'atteinte périphérique, syndrome neurogène périphérique. D'accord? Chez le diabétique, par exemple. D'accord? Ça, c'est autre chose. Mais il faut faire la différence entre parésie, c'est moteur, et paresthésie, c'est sensitif. Oui. D'accord? Bon, maintenant, cette histoire de changeant de côté, tout ça, lors d'un TD, on va revoir quand même les territoires de vascularisation des différentes artères, vous allez comprendre ça. D'accord? Sachez uniquement maintenant que tout ce qui est carotidien, c'est du même côté, tout ce qui est artério-basilaire, ça peut changer de côté. En tout cas, c'est des hémiparésies. Oui. Madame, quelle est la différence entre amorose et cécité? Amorose et cécité. C'est la même chose. Oui. Maintenant, le mot cécité, vous pouvez l'utiliser
en neurologie ou bien en ophtalmo. Amorose, non. Amorose, quand vous dites amorose, ça veut dire que c'est une, si vous voulez, perte de la vision d'origine neurologique. Vous ne pouvez pas dire amorose en ophtalmo. D'accord? Oui, madame, d'accord, merci. Voilà. Donc, ataxie, on peut, dans le territoire vertébro-basilaire, le malade, il peut vous ramener cette notion d'ataxie. C'est quoi l'ataxie? C'est un trouble c'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre, l'ataxie. C'est-à-dire, le malade, on peut avoir une ataxie d'origine vestibulaire, ataxie d'origine cérébelleuse ou ataxie par atteinte de la sensibilité profonde. On va voir ça quand on fera le cours. En tout cas, ataxie, c'est des troubles de l'équilibre. Pourquoi dans le système vertébro-basilaire? Je vous ai dit que le système vertébro-basilaire vascularisé, le cervelet, le tronc basilaire. Et c'est pour ça qu'on peut avoir un syndrome cérébelleux avec donc trouble de l'équilibre. Le malade, il peut aussi rapporter la notion de dysarthrie. Il ne va pas vous dire j'ai perdu la parole, il ne va pas vous dire j'ai fait une aphasie. Il va vous dire j'ai fait une dysarthrie, c'est-à-dire tout d'un coup, je n'ai pas pu bien parler, articuler, etc. Ça a duré une demi-heure, 45 minutes, une heure, et ça s'est arrêté. Donc, dysarthrie, pas aphasie. Et là, vous concluez qu'il a fait un AIT dans le territoire vertébro-basilaire et non carotidien. Le malade, il peut vous faire carrément, il peut vous ramener la notion de drop attack. Drop attack. C'est quoi cette drop attack? Il va vous dire, j'étais dehors en train de marcher et tout d'un coup, je suis tombée sans aucune cause. Sans par exemple, il n'avait ni hypoglycémie, ni hypotension, ni il était fatigué, ni rien du tout. Il est là en train de marcher et tout d'un coup, il tombe. Il ne perd pas connaissance. Hein? Il tombe et après, il tombe, il reste quelques minutes comme ça, il se relève. C'est ce qu'on appelle la drop attack. Et on va voir tout à l'heure pourquoi ces malades font une drop attack. Donc voilà pour ce qui est des AIT. Quels sont les signes qui vont vous faire penser à un AIT, soit dans le territoire carotidien ou dans le territoire vertébro-basilaire? Est-ce que ça va? Madame, s'il vous plaît, madame. Madame, comment faire la différence entre l'aura de migraine et troubles causés par l'AIT? Comment là, je passe? Comment faire la différence entre l'aura de la migraine et les troubles causés par l'AIT? Alors, l'AIT et la migraine, généralement, elle revient, c'est une maladie récurrente. Et ça commence par ça, et ça se termine par quoi? Par le mal de tête, par la céphalée. D'accord? Donc là, par la céphalée, les migranies avec vomissements, photophobie, phonophobie, etc. Et là, ça vous fait penser à la céphalée. D'accord? Oui, madame, merci. Madame, oui. Madame, comment on va faire la différence, madame, entre la cécité, sur le plan clinique, comment on va faire la différence entre la cécité et l'amorose? Alors, pour dire qu'il y a amorose, il faut bien sûr toujours éliminer un problème ophtalmologique. Toujours avant de parler d'un problème visuel d'origine neurologique, il faut éliminer un problème ophtalmologique. Ça n'a rien à faire, d'accord? Quand vous examinez comment? Comme quoi, par exemple, le cancer de l'amorose, quels sont les problèmes ophtalmiques qui vont l'éliminer pour dire que c'est une cécité? Un problème ophtalmique, c'est un ophtalmologue. C'est un malade qui vient, il vous fait une baisse de l'acuité visuelle ou bien une perte de la vision. Avant de dire que c'est neurologique, on l'envoie en ophtalmo. C'est ce qui nous arrive à nous tous les jours. Par exemple, on reçoit des malades qui font une sclérose en plaques, par exemple, avec une baisse de l'acuité visuelle. Je suis pratiquement sûre que c'est ça, mais je l'envoie d'abord chez l'ophtalmo. Je lui dis, allez, il faut d'abord éliminer un problème ophtalmologique. D'ailleurs, les malades, quand ils ont une baisse de l'acuité visuelle, une perte de la vision, avant d'aller chez le neuro, ils vont d'abord chez l'ophtalmo. C'est automatique. Et c'est l'ophtalmologue, quand il les examine, il va voir que le globe oculaire n'a rien du tout. À ce moment-là, il va l'envoyer chez le neurologue, il va nous dire examen ophtalmologique normal, il faut chercher une cause neurologique. D'accord? D'accord. Oui, madame. Merci. Maintenant, si imaginez quelqu'un qui vient
avec une amorose et par exemple un déficit moteur, ou une amorose d'installation brutale. Vous l'envoyez faire un scanner, vous allez trouver un AVC, par exemple, un AVC occipital. Là, vous êtes sûr que l'amorose, elle est due à l'AVC. D'accord? De toute façon, moi je vous dis toujours, avant de dire que c'est un problème neurologique, il faut éliminer un problème ophtalmologique. Il faut toujours envoyer vos malades en ophtalmo pour avis. D'accord? Ok, d'accord, madame. Alors, on avance. Quel est le diagnostic différentiel justement de l'AIT? Quelqu'un qui vient, il vous dit, voilà, j'ai fait une hémiparésie et j'ai récupéré. Ou bien il vous dit, je suis tombé, je me suis relevé. D'accord? Donc, vous pouvez penser à, par exemple, à une hypothymie, une syncope, d'accord, d'origine cardiaque. Et ces malades-là, il faut éliminer d'abord un problème cardiaque avant de dire qu'il a fait un AIT. Même si vous êtes sûr, il faut quand même éliminer un problème cardiaque. Le malade, il peut avoir fait une syncope ou bien une hypothymie, d'accord? Donc, un avide cardio. Le malade, il peut avoir fait une épilepsie partielle, hein? Et par exemple, s'il vous fait une hémiparésie ou bien des troubles sensitifs d'un seul côté, ça vous rappelle quoi? L'épilepsie partielle sensitive, pariétale, d'accord? Hein? Donc là, qu'est-ce que vous allez faire pour trancher? Eh bien, vous allez faire un électroencéphalogramme qui va vous montrer des décharges qui sont en faveur de l'épilepsie. D'accord? Le malade, il peut avoir fait une hypoglycémie. Ça peut ne pas être un AIT. Le malade, il peut avoir fait une hypoglycémie. Donc, de toute façon, le malade, quand il arrive chez le médecin, la première des choses à faire, surtout quand ils arrivent aux urgences, qu'est-ce qu'on doit faire en urgence? C'est prendre la tension et le sucre, hein? Tout de suite, prendre le sucre et la tension. Donc, ça peut être une hypoglycémie, ça peut ne pas être un AIT. Donc, quand on fait une glycémie, s'il a une hypoglycémie, donc c'est ça. La migraine accompagnée, comme j'ai répondu tout à l'heure à votre camarade. Donc, si c'est une migraine avec aura importante, ça peut donner une hémiparésie, etc. Mais dans la migraine, comme je vous ai dit, juste après, vous avez la céphalée. Dans l'AIT, non. Le malade, il récupère et ça y est. D'accord? Donc, voilà, pour ce qui est il faut toujours avant, le malade, il vient et vous dit, j'ai fait ça, j'ai récupéré en moins d'une heure, ok, ça vous fait penser à un AIT, mais il faut quand même éliminer les autres diagnostics. D'accord? Pardon, professeur. Oui? Est-ce que les crises d'épilepsie ou bien l'hypoglycémie peut provoquer une parésie de la mâchoire inférieure? L'hypoglycémie, elle peut provoquer beaucoup de choses, y compris vous parlez d'hypoglycémie. Oui, est-ce que, par exemple, une parésie de la mâchoire inférieure et une aphasie peut être provoquée par une hypoglycémie ou bien par une crise d'épilepsie? Bien sûr, l'hypoglycémie, elle peut vous provoquer n'importe quoi parce que qui dit hypoglycémie, donc vous savez que c'est le sucre qui transporte l'oxygène vers le cerveau. Si le sucre est bas, l'oxygène ne veut pas aller vers le cerveau et donc, bon, ça dépend de la région atteinte, on peut avoir de l'épilepsie, on peut avoir même une crise épileptique sur hypoglycémie. On peut avoir une perte de connaissance, on peut avoir une hémiparésie, on peut tout avoir secondaire à cette hypoglycémie. D'accord? C'est pour ça que devant un AIT, il faut la doser. Si elle est basse, c'est pas un AIT, c'est une hypoglycémie. D'accord? Merci, professeur. Merci. Je vous en prie. Donc, on va voir l'évolution des AIT. Comment évolue un accident ischémique transitoire? Alors, l'évolution, bien sûr, à court terme, elle est favorable. Mais à moyen et à long terme, à moyen terme, c'est-à-dire dans les heures, les jours, les semaines qui suivent, à long terme, dans les années qui suivent, se pose le problème donc de récidive. Comme je vous ai dit, un AIT, il peut récidiver, on peut avoir d'autres AIT après, mais la gravité, c'est que on peut avoir un AIC, un accident constitué, et donc séquelles. Qui dit accident constitué dit séquelles. Le malade ne récupère pas, sans séquelles. On va avoir des séquelles. Donc là, le problème avec l'AIT, c'est les récidives. On a toujours peur des récidives. C'est pour ça qu'il faut toujours
Je le répète encore, devant un AIT, il faut s'acharner à trouver une cause, une étiologie et la traiter, sinon il y a l'AIC qui guette le malade. D'accord? Donc, un quart des patients vont vous faire un AIC dans les 3 ans qui suivent. Quand on dit 3 ans, c'est-à-dire ça peut être dans les prochaines heures. On a vu des malades faire un AIT, 1 heure après faire un AIC. On a vu des malades faire un AIT, 1 mois ou 2 mois après faire un AIC. Donc là, toujours s'acharner à trouver une cause et la traiter pour éviter l'AIC. Donc, rechercher une étiologie. Comment on recherche une étiologie? Eh bien, on va revoir les étiologies de tout à l'heure. Donc, la sténose, la thrombose, la plaque d'athérome, l'athérosclérose, ben comment on va la voir, cette plaque? En faisant un Doppler. Vous faites un Doppler des vaisseaux, un écho-Doppler des vaisseaux extracrâniens, hein, et même des vaisseaux intracrâniens. Il y a même le Doppler transcrânien pour voir les petits vaisseaux à l'intérieur du crâne. Donc, et voir s'ils sont bouchés. On peut avoir une sténose, on peut avoir une thrombose. Et là, le Doppler, il va vous dire, il y a une plaque d'athérome de 60%, de 70%, etc. Et là, en fonction du pourcentage, on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que ça nécessite seulement un traitement antiagrégant ou bien est-ce que ça nécessite carrément la chirurgie? Parfois, on est obligé d'envoyer nos malades chez les chirurgiens vasculaires pour, si vous voulez, mettre un stent ou enfin, trouver une solution chirurgicale. Voilà. Donc là, pour éviter l'AVC. Donc là, l'écho-Doppler des artères extracrâniennes et des artères intracrâniennes, l'écho-Doppler transcrânien. Bon, deuxièmement, quelles sont les autres causes? Les cardiopathies emboligènes. Eh bien, on va demander un avis de cardio. Un avis de cardio avec un ECG, une échographie transthoracique, mais surtout parfois une échographie transœsophagienne. D'accord? L'échographie transthoracique, parfois, elle ne suffit pas. Par exemple, si vous avez un sujet jeune qui a fait un AVC, un accident vasculaire, AIT ou AVC, vous allez essayer de trouver une cause. Vous avez cherché, vous n'allez rien trouver. À ce moment-là, n'oubliez, il peut avoir une. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai parlé du myxome de l'oreillette gauche, qui est une tumeur bénigne au niveau de l'oreillette gauche, mais qui peut boucher, si vous voulez, cette oreillette et donner une diminution du flux sanguin, et donc formation d'emboles, etc. Et donc là, il faut ce myxome d'oreillette gauche, on peut ne pas le voir sur l'échographie transthoracique. Et c'est pour ça qu'il faut faire une autre échographie qu'on appelle l'échographie transœsophagienne, qui, elle, nous permet de voir certaines maladies cardiaques qu'on ne voit pas à l'échographie cardiaque normale. D'accord? Donc, on fait un avis de cardio, le CG, l'échographie transthoracique et éventuellement une échographie transœsophagienne. D'accord? On pourra faire aussi l'angiographie cérébrale, par exemple, pour voir s'il n'y a pas, à la recherche, par exemple, de vaisseaux bouchés. Si, par exemple, le Doppler, l'échographie, l'échocardio et le Doppler transcrânien nous montrent une diminution du flux sanguin, parce que le Doppler, qu'est-ce qu'il va vous montrer? Il ne va pas vous montrer que la plaque, c'est-à-dire, il ne va pas vous la montrer en détail, il va vous montrer une diminution du flux sanguin, ça veut dire qu'il y a une plaque, qu'il y a une thrombose. Et là, pour vraiment la voir, vous pouvez faire une angiographie cérébrale. D'accord? Madame? Donc, oui? Madame, concernant l'angiographie cérébrale, madame, Oui. est-ce qu'elle va pas aggraver la situation par un spasme artériel? Si, justement. Voilà, merci pour cette question, parce que cette angiographie, nous, on l'a vraiment abandonnée. On la laisse vraiment pour les cas très, très importants, comme certaines malformations vasculaires qu'on n'arrive pas à voir en angio-IRM ou en angioscanner. Des fois, les malades nous font des hémorragies, on suspecte une malformation vasculaire. Quand on fait une angio-IRM en angioscanner, on peut ne pas voir cette malformation vasculaire. Alors, on est obligé, vraiment obligé de faire l'angiographie. Mais sinon, si c'est pour rechercher plaque d'athérome et tout, c'est pas la peine. Ça a été abandonné. Pourquoi, justement, que vous avez compris? C'est parce que ça risque de créer un spasme et on va créer un AVC suite sur un autre AVC.
D'accord? On Oui, risque madame. de créer par spasme artériel, on va créer un AVC ischémique. D'accord? Donc, finalement, j'allais justement vous en parler, j'allais vous dire que l'angiographie cérébrale, bon, on y pense, mais maintenant, elle est abandonnée. Si c'est pour rechercher les plaques, elle est abandonnée. Maintenant, on la laisse exclusivement pour la recherche de malformations vasculaires cérébrales chez le sujet jeune qui a fait un AVC hémorragique et chez qui on n'a rien trouvé à l'angioscanner et l'angio-IRM. Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui, madame, merci. Donc, alors, donc on va faire comme je vous ai dit, les Doppler. On fait à la recherche de plaques d'athérome. On fait un avis de cardio, géographie transthoracique, transœsophagène, etc. On peut faire un scanner. Il faut éliminer quand même les d'autres diagnostics avant de dire que c'est un accident, que c'est un accident, que c'est un AVC. Vous savez, des fois, par exemple, vous pouvez faire, le malade fait une tumeur qui n'a, parfois les malades font des tumeurs qui n'ont aucune symptomatologie clinique. Hein. Ça évolue de façon infraclinique, le malade n'a aucune symptomatologie clinique. Et des fois, ces tumeurs, elles sont très vascularisées et les vaisseaux peuvent éclater à l'intérieur de la tumeur et faire une hémorragie à l'intérieur de la tumeur. Et donc là, normalement, on s'attend, si c'est une tumeur, on s'attend à avoir une installation progressive. Et là, le malade, il va faire une installation aiguë. On a l'impression que c'est un AVC. Au fait, c'est une tumeur qui a saigné. Voilà. Donc, avant de dire que c'est un AVC, il faut faire quand même un scanner à la recherche d'autres causes, comme une tumeur, comme par exemple une encéphalite. Le malade, il peut avoir fait une encéphalite. D'accord? Donc, il faut faire un scanner, une IRM pour éliminer, ou bien un abcès. Il faut éliminer ces diagnostics-là avant de dire que c'est un accident vasculaire. Alors, donc, on a parlé de la plaque d'athérome, on a parlé des cardiopathies emboligènes. Il faut rechercher les facteurs favorisants, toujours. Donc, faire la glycémie, le malade, il peut avoir fait un AVC sur diabète, il peut avoir fait un AVC sur hyperlipidémie, hypercholestérol, hypertriglycéridémie, etc. Et il faut faire un acide urique, il peut faire, avoir fait un AVC sur acide urique élevé, d'accord? Il faut faire de toute façon le bilan standard, FNS, VS, etc., tout le bilan standard. Bon. On pourra amener aussi à faire une ponction lombaire. Alors, la ponction lombaire aussi, c'est pour éliminer une éventuelle, le malade, il peut avoir fait une hémorragie méningée ou bien une méningite, hein, qui peut être, c'est-à-dire un point de départ d'un AVC. Alors, il faut faire aussi des tests immunologiques. Rappelez-vous, j'ai dit pour les étiologies, on a parlé de la plaque d'athérome, on a parlé des cardiopathies emboligènes, et on a parlé des artérites qui étaient secondaires aux maladies auto-immunes inflammatoires. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour les rechercher? Eh bien, on va faire un bilan inflammatoire, VS, FNS, VS, CRP, etc. Et on va faire un bilan immunologique, le bilan de l'immunité. Le bilan de l'immunité qui va nous dire s'il y a une maladie auto-immune. D'accord? Donc, le bilan de l'immunité. Autre cause aussi, c'est les maladies hématologiques, donc emboligènes, qui augmentent, je vous ai dit, l'hémostase. Et donc, on va faire une exploration de l'hémostase, c'est-à-dire TS, TC, TP, etc., pour une FNS complète, pour voir le taux de globules rouges, de plaquettes, s'ils ne sont pas élevés, etc. Donc là, voilà tout le bilan à faire quand vous êtes devant un AIT. Pourquoi? Pour rechercher une cause. Même si le malade, il a bien récupéré, il est très bien, etc., il faut rechercher la cause et la traiter pour éviter un AIC. Est-ce que ça va? Oui, madame. D'accord. Alors, quel est le traitement de l'AIT?
En fait, il n'y a aucun traitement puisque le malade, il a récupéré. Donc, il faut un petit repos quand même, parce que généralement, c'est des malades qui ont fait, par exemple, s'il fait une cécité, même s'il a récupéré en moins d'une heure, s'il fait une hémiparésie, s'il fait une aphasie, même s'il récupère sans séquelles et tout, ils sont quand même, ils restent un peu choqués, ils ne savent pas ce qui leur est arrivé et tout ça, donc il faut, des fois, vous savez, ce stress, ce choc peut même faire refaire un autre AIT. Et donc là, le malade, ils doivent se reposer, d'accord? Le repos, il faut les mettre sous antiagrégants ou anticoagulants. Quand est-ce qu'on donne des antiagrégants? Quand est-ce qu'on donne des anticoagulants? Imaginez, vous avez fait un AIT, vous avez fait un avis de cardio à la recherche d'une cardiopathie emboligène et vous trouvez un trouble du rythme, par exemple. Et là, il faut mettre le malade sous anticoagulant. Ce n'est pas l'antiagrégant qui va régler le problème, c'est l'anticoagulant. Un trouble du rythme, c'est-à-dire une cardiopathie emboligène, ou bien un infarctus cardiaque, ou bien là, le trouble du rythme, le malade, il va refaire et refaire. À toutes les secondes, il peut vous faire des emboles et donc faire un accident ischémique constitué. Donc là, le malade, il doit être mis sous anticoagulant devant les cardiopathies emboligènes. S'il n'y a pas de cardiopathie emboligène, à ce moment-là, vous pouvez donner des antiagrégants. Alors, les malades qui vous font un AIT, n'oubliez pas de donner des antiagrégants, type aspirine, par exemple, aspégique, 100 mg, un sachet par jour. Hein? L'aspirine 100, un comprimé par jour. Voilà. Et bien sûr, donc, surtout, trouvez l'étiologie et la traiter. Traitement étiologique si vous trouvez, bien sûr, une étiologie. Voilà pour les accidents ischémiques transitoires. Est-ce que je continue?